Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes, comme votre nom l'indique, le président du comité stratégique des centres Leclerc. Avec vous ce matin, des questions très concrètes. Comment faire face à l'inflation? À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Et comment tenter de lutter? Tous les prix de tous les produits sont aujourd'hui en hausse, mais on va regarder ça dans le détail avec vous. D'abord, une question après l'alerte qu'a lancée la Banque mondiale hier, qui dit tabler sur une hausse de plus de 50% des prix de l'énergie et de plus de 20% pour les produits agricoles, pour les métaux, en raison de la guerre en Ukraine. Ils disent que ça va durer. Est-ce que c'est ce que vous prévoyez aussi? Je pense qu'on est dans une phase de hausse qui va durer, qu'elle va être importante. Après, je ne pense pas que ce soit le rôle des autorités de dire le chemin comme ça de ces prix-là, parce que tous ces prix nécessitent négociation. Il y a beaucoup de spéculation sur les marchés des matières premières. N'oubliez pas que 60 à 70% de ceux qui achètent même de l'aluminium, du cacao, du chocolat, ce sont des fonds d'investissement qui viennent chercher de l'argent, qui viennent faire de l'argent, on appelle ça des futures, des contrats à long terme. Ce ne sont pas les industriels. Et donc, dire ce qui va être, c'est acter de ce qu'ils ont intérêt à spéculer. C'est presque leur donner cette marge, en fait. Absolument. Ce que vous dites là, c'est qu'au fond, la Banque mondiale joue presque le jeu des spéculateurs? En voulant être dans le coup des économistes qui n'avaient pas vu venir l'année dernière, à la fin de l'année dernière, ils ne pensaient pas... Contrairement à vous, je me souviens qu'à ce même micro, vraiment, vous faisiez partie de ceux qui alertaient dès le mois de novembre sur l'inflation. Donc, c'était bien avant la question de la guerre en Ukraine qui est venue s'ajouter à ça. Et de fait, les chiffres vous ont donné ensuite raison. La spéculation est venue se mêler à tout ça, en fait. Mais oui, parce que si vous savez que par avance, des acheteurs confirment qu'ils sont prêts à acheter, et si le système conforte à ces acheteurs pour dire ça va monter à ce prix-là, vous ne pouvez plus négocier. Moi, je veux négocier. On rentre dans une ère d'inflation. Tous les industriels qui ont besoin de matières premières, tous les distributeurs qui vendent des produits industriels doivent négocier pour ne pas pénaliser en bout de chaîne les consommateurs. On est dans une ère d'inflation, ça va coûter plus cher, mais ce n'est pas la peine que ça coûte un max. Il faut prendre le temps de demander de la transparence, de demander de la justification aux fournisseurs, et puis on va discuter, parce que vous voyez bien aussi que dans le même temps, sur les marchés internationaux, les grandes boîtes versent des dividendes, je crois, assez colossaux en 2021 à leurs actionnaires. Donc, il n'y a pas que la hausse des matières premières dans la hausse des prix qu'on nous propose. En fait, c'est quand même assez frappant. On va rentrer dans le détail. Mais enfin, vous nous dites, attention, presque l'Ukraine a bon dos. C'est-à-dire qu'il y a quand même une autre réalité qui est que certains prennent prétexte de ce moment d'inflation pour gonfler encore plus leurs marges, pour garder leurs profits là où ils veulent. En fait, on est en train de se faire un peu avoir, nous, en bout de course, les consommateurs. Ah oui, on est... si on ne bougeait pas, si Leclerc, Intermarché, Système U, mais aussi les directions achats du secteur automobile, du secteur de tout l'agroalimentaire, si on ne se met pas en mode fais voir d'abord, c'est sûr qu'on va faire payer aux consommateurs, qui d'ailleurs ne pourra peut-être pas payer. Donc il ne faut pas rentrer dans cette espèce de sémantique d'une guerre à la hausse des prix. On pose des factures. C'est normal que chaque corporation ait des factures. Aujourd'hui, électricité, énergie, chauffage, tout ça a augmenté. On est bien d'accord. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a eu ce bouclier en France, ce qui nous permet de nous en tirer mieux qu'en Allemagne ou qu'en Espagne. Mais où là-bas, on est pratiquement sur du deux chiffres en termes d'inflation. Quand on vous dit le blé d'Ukraine, il vient d'être semé. Il n'a même pas été récolté. Ça se trouve, ce sera une bonne récolte. On est à l'ouest de l'Ukraine. Il y a des grandes boîtes françaises qui sont là-bas, comme Invivo. Il y a aussi Danone, Lactalis, etc. Ils ne disent pas qu'ils ne pourront pas produire. Ils ne disent pas qu'ils ne pourront pas exporter. Probablement, ils auront du mal à l'exporter à bas coût, parce que normalement, ça part par Odessa, et puis c'est des bateaux de 60 000 tonnes. Là, ils vont devoir faire des trains, ils vont faire passer des camions par la Roumanie. Mais là, vous nous parlez de l'avenir. Ça veut dire que les prix du blé qui augmentent aujourd'hui, ça n'est pas ça. Non. C'est quoi alors ? Aujourd'hui, c'est la spéculation, c'est l'anticipation. Il y a même des gens qui ont des stocks, il y a des gens, des boîtes, mais même des coopératives agricoles qui ont des stocks et qui le retiennent parce que il y a tout un discours qui consiste aujourd'hui à faire des enchères à l'envers et à dire j'en ai peut-être, si tu me donnes 10-14% de hausse, dit-on même à des Leclerc, à des acheteurs de Leclerc ou de Carrefour, alors je t'en trouverai. Mais c'est pour vous dire, on est dans un marché... Ça devient presque une logique de marché noir, quoi. Oui, c'est ça, c'est une logique de marché noir. Michel-Édouard Leclerc, est-ce qu'il faudrait réquisitionner ? Est-ce que si vous étiez aux manettes, pour le coup, du pouvoir politique, vous diriez, allez, ça suffit, on réquisitionne ? Alors,
Les stocks. Sans dramatiser jusque-là, bon, on n'a pas de pouvoir politique stable là en France momentanément. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de Parlement. Le gouvernement est suspendu. Ouais. Mais moi, je pense qu'il faudrait tout de suite dénomination d'un gouvernement et en tout cas d'un Parlement, organiser une commission, je ne sais pas si on dit une commission d'enquête, en tout cas une commission d'investigation. Alors ça peut être aussi de l'administration, pour regarder depuis les transports jusqu'aux marges de la distribution. Qui augmente quoi ? Ça ne veut pas dire que c'est mal, mais au moins qu'on ait une cartographie. Et l'existence d'une commission d'enquête de ce type nous aiderait tous les acheteurs de l'industrie ou de la distribution ou de l'agriculture à avoir, avec cette pression publique, je pense que ça nous aiderait à tenir un discours... Vous réclamez donc cette commission d'enquête. C'est noté, ils l'entendront sans doute. Le gouvernement n'est évidemment pas suspendu à proprement parler, mais on ne sait pas. Il y a ce moment évidemment de flottement après les élections. Quelle hausse concrètement? Il semble que ce soit aujourd'hui la viande qui soit le plus touchée avec 5,23% d'augmentation. La viande rouge, la volaille, la charcuterie. Est-ce que c'est bien ça dans les rayons? Oui, alors il y a différentes causes et différentes légitimités. Le poulet, c'est la grippe aviaire qui décime le cheptel. Donc il y a moins de poulets. Il y a moins aussi de poules pondeuses. Donc ça raréfie un peu les œufs. Donc on fait durer la vie des poules pondeuses. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le circuit. Mais là, on va dire, cette grippe aviaire justifie la rareté et donc un prix plus élevé. Ça, c'est la volaille. Mais c'est conjoncturel. J'espère que la maladie va être éradiquée. La profession prend des dispositions. La viande rouge, c'est un problème d'alimentation du bétail. Parce qu'effectivement, les céréales augmentent, ça coûte cher de nourrir des bœufs, des porcs aussi, hein, il n'y a pas que la viande rouge. Et donc, je pense que là, nous, distributeurs, nous devons accepter, et c'est d'ailleurs prévu dans la loi Egalim 2, cette fameuse loi dont on redécouvre à quel point elle encadre vos négociations avec les agriculteurs, les distributeurs et les industriels. Oui. Donc là, je pense qu'il y aura des hausses. Alors, il faut savoir aussi que sur ce secteur-là... Encore des hausses ? Oui. Mais il faut savoir, faut être honnête, le secteur de l'élevage a été en déflation pendant 5-6 ans. Donc là, il y a un mois, viande rouge, 5%. OK, si vous l'étirez sur 5-6 ans, vous allez voir que ce secteur est en négatif. Après, ce qui est plus impressionnant, c'est tout le domaine des... Vous avez tous vos chiffres sous les yeux. Quels sont ceux qui vont le plus augmenter? Vous savez que le ministre, à la fin, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui a fait une bonne loi avec la loi Egalim 2, après avoir mis pression sur nous pour dire qu'il faut arrêter de négocier, il a rouvert les négociations. Et depuis, nous avons des demandes de hausse de l'ordre de 8%. De la part reviennent. de qui? De la part des industriels, de l'agroalimentaire principalement, mais aussi pour les produits d'entretien. Et en gros, c'est 8% en moyenne. Ça veut dire... Mais est-ce que c'est 8% d'augmentation dès l'agriculteur, dès le producteur? Ou est-ce qu'en fait, c'est vraiment l'industriel? D'industriel et distributeur. La distribution n'achète que très peu à la ferme. Hein. Et donc, évidemment, là, c'est énorme. On est en train, chez Lidl, Intermarché, mais c'est sur quel produit? De faire passer des hausses. Sur quel 8% produit? Sur à peu près 60% du chiffre d'affaires qui venait d'être négocié et qui était déjà négocié à la hausse. D'accord. Donc, pour ne pas troubler notre public, ce que nous voulons faire, mais vraiment de manière très forte, c'est d'exiger des fournisseurs une transparence complète sur les factures. Nous voulons leur acheter plus cher ce qu'ils ont acheté, pas ce qu'ils anticipent d'acheter. L'inflation, suite à la guerre de l'Ukraine, on verra bien, mais ce n'est pas maintenant. Donc déjà, il faut diluer cette inflation. De quels produits on parle? On parle des céréales, on parle bien sûr des huiles de tournesol, du marché des huiles parce que ça s'interfère très vite, mais on parle aussi des produits animaliers parce que les animaux ont besoin de beaucoup de graines pour être nourris. Et puis, d'une manière générale, il y avait en Ukraine des usines à ammoniac, on fabriquait beaucoup d'engrais, beaucoup d'intrants de l'agriculture. Donc ça va se répercuter dans les prix. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ce qui pèse le plus dans la négociation, c'est tous les emballages, le carton, le verre. En Ukraine, on faisait beaucoup de verre, donc les bouteilles en verre, hein, de la bouteille de lait à la bouteille de parfum, tout ce qui est cartonnage, et pas mal aujourd'hui de fournisseurs nous annoncent des hausses de 10 à 15%, principalement à cause de l'emballage. Si on reste sur la question justement des huiles, d'abord, est-ce qu'il reste des bidons d'huile dans vos rayons?
Alors, il n'y en a plus beaucoup là, mais parce que ce sont des restaurateurs, ce sont souvent des restaurateurs à frites, là, Oui. des camions, je Qui sais ont, plus. qui ont besoin. Ouais, alors, ils en ont besoin, mais ils en achètent trop. Donc, ils créent des ruptures. Donc, il n'y a pas de pénurie, mais il y a des ruptures. On n'arrive pas à remplir le rayon dans le même temps qu'il se vide. Alors, dans le même Ouais. temps, les industriels ont obtenu de l'État le droit de changer les recettes sans le dire. Ouais. C'est-à-dire que quand on va acheter un paquet de frites, il y aura marqué huile de tournesol et en réalité, ils auront changé la recette pour prendre, je sais pas, de l'huile de colza sans le dire. Et à cela, les industriels disent, de toute façon, on ne pourrait pas le dire parce qu'on n'a plus d'étiquette, il y a une pénurie, ils actent comme vous de cette pénurie de papier. Est-ce que vous constatez chez vos fournisseurs qu'en effet, ils sont en train de changer les recettes sans le dire? Et deux, est-ce que vous pourriez du coup, au minimum, l'inscrire sur les rayons Voilà. par vos propres étiquettes? Alors, d'abord, c'est pas un phénomène si important qu'on le dit, parce que là, dans tout ce qui est autour de l'Ukraine, c'est quand même des one-shots, c'est quand même du temps court. Enfin, sauf si la guerre, elle dure 10 ans, mais dans la réalité, rien n'empêche un industriel ou un distributeur avec sa marque de distributeur d'indiquer sur le site internet de son enseigne ou de sa marque la fiche produit. Et d'ailleurs, sur tous nos drives, et aujourd'hui, le drive, c'est 12% de chiffre d'affaires de Leclerc, et c'est vrai pas mal chez Carrefour, chez Système U et autres. Sur les drives, on peut mettre la fiche complète de composition du produit. Donc les gens l'auront. Est-ce que vous observez un changement de comportement? C'est-à-dire, est-ce que les caddies sont moins pleins ou est-ce que ce sont d'autres produits qui se substituent aux produits d'origine? Il y a ça, il y a les deux. Il y a d'abord les caddies sont moins pleins et plus fréquents. C'est-à-dire que le temps d'arbitrage est plus long. Et ce sont des arbitrages qui sont familiaux. Normalement, on doit supprimer l'étiquette caisse vers le 1er janvier. Pour des raisons écologiques, Pour il des vous a raisons été demandé de ne plus écologiques, avoir de tickets papier. Ouais, mais je me rends compte qu'il ne faut pas se presser parce qu'il faut garder la confiance. Et pour beaucoup de gens, le ticket de caisse, enfin, je le vois. Ils vous redemandent davantage les mais tickets quand de je vais caisse dans les parce qu'ils magasins, sont les à gens l'euro viennent près. vers moi pour les aider à lire leur ticket. Ils regardent combien ils ont cagnoté, combien ils ont eu de promos. Et donc, je pense qu'il ne faut pas brusquer. Le rapport de confiance est essentiel au maintien de la croissance. Et donc, nous ne plaidons pas pour la suppression trop rapide du ticket de caisse. De toute façon, la loi, on demande aux gens s'ils le veulent ou ils ne le veulent Mais pas. près d'un Français sur deux, aujourd'hui, dit être à 5 euros près quand il fait Oui. son panier de courses. Ça, vous le constatez. Et quand vous dites qu'ils demandent plus de tickets, est-ce qu'ils achètent moins? Ils achètent moins cher. Il y a beaucoup de Français qui sont on dit à l'euro près, mais on va dire à 10 euros près. Un caddie, un panier dans un hypermarché, ça va entre 40 et 80 euros selon qu'on est milieu urbain, selon qu'on vient plusieurs fois ou tous les 15 jours. Et en fait, oui, aujourd'hui, il y a des arbitrages très lourds. Et donc, moi, je pense qu'à ce stade, ça peut casser. Ça peut casser parce que, évidemment, tout le discours public, enfin, dans les médias, mais de la part des professionnels, toutes les corporations disent qu'il leur faut 9-10% de hausse. Et on n'entend que ça aujourd'hui. Ça veut dire quoi, ça peut casser, Michel-Édouard Leclerc? La confiance des consommateurs qui, du coup, n'étant pas riches, n'ayant pas des salaires indexés, des revenus indexés, des retraites indexées, vont retenir une épargne qui n'est pas vraiment une épargne voulue. Et donc, le truc... Qui vont se priver au quotidien. Se priver, ouais. Alors, ils se privent déjà de choses peut-être très importantes. Par exemple, ils ne vont pas aller chez le dentiste parce que ça coûte cher. Et donc, pour pouvoir manger. Et puis après, ils vont aller vers les marques premier prix. On voit ça. Les marques de distributeurs, Yves Puget le disait sur cette antenne quelques minutes avant moi, les marques de distributeurs reprennent beaucoup d'allant. Parce que c'est les marques moins chères. Oui. Alors, dans la période d'inflation, de toute façon, tout bouge. D'accord ? Donc, on ne peut plus dire, un distributeur peut pas maintenir un prix tout le temps. L'important pour nous, ça va être d'être moins cher. Et moi, je pense que chacun doit prendre sa part. Je pense que les industriels, comme les distributeurs, nous devons prendre sur nos marges pour ne pas effrayer les consommateurs. Et vous demandez, et c'est un comble, c'est vous qui demandez à pouvoir baisser vos marges, mais ça n'est pas possible parce que cette loi vous contraint. Voilà, en 2018, je ne sais pas par quel tour de passe-passe, c'était peut-être une entente entre certains distributeurs et certains industriels, mais le législateur a pris une disposition qui m'empêche de vendre moins cher. Quand on fait du carburant à prix coûtant, j'achète 100, j'ai le droit de le revendre à 100. Mais pour le reste, pour l'alimentaire, aujourd'hui, pour l'alimentaire, quand j'achète 100, je suis obligé de vendre à 110. 10% d'écart, c'est supérieur à l'inflation. Donc, si j'avais cette liberté, si Leclerc avait cette liberté de pouvoir vendre jusqu'à 10% moins cher,
il est évident que dans cette période d'inflation, on pourrait aider les consommateurs. Au moins ponctuellement, vous demandez à l'État de lever cette interdiction de vendre à moins de 10% de marge. C'est une disposition qui était provisoire, qui était censée enrichir les distributeurs et qui après irait acheter plus cher les produits agricoles. Je précise pour ceux qui nous écoutent que vous venez de faire un signe avec votre doigt, sous-entendu, son zinzin. Mais ça veut dire quoi, Michel-Édouard Leclerc? Vous avez des accusations qui sont assez lourdes en fait. Vous dites, je ne sais pas très bien pour quelle raison ça a été fait en 2018. Vous sous-entendez qu'il y a eu des accords un peu derrière le rideau, quoi. Ah, tout à fait. Pour moi, j'étais très étonné que l'autorité de la concurrence accepte ça. Cette idée du ruissellement de l'aval, la distribution, vers l'amont, l'agriculture, ça ne tenait pas. De toute façon, il y a eu 3 rapports parlementaires qui ont montré que ça ne marchait pas. Donc moi, Mais vous sous-entendez quoi? Ça a bénéficié à qui? Ça a bénéficié à des groupes de distribution qui ont margé à 10%. Et ça a bénéficié, figurez-vous, à Amazon, parce que de ce fait, Amazon a 10% de marge garantie. C'est le seul pays au monde où il a 10% de marge garantie. Donc si les distributeurs physiques, les enseignes d'hypermarchés croyaient s'en protéger, en fait, elles ont fait les choux gras d'Amazon. Et donc vous demandez au gouvernement de lever cela? Oui, de toute façon, l'époque a changé. Quoi qu'on pense de cette loi, c'était une loi de déflation. On est aujourd'hui dans l'inflation. Et si on veut justement augmenter le produit agricole, le revenu des agriculteurs, parce que c'est eux qui en ont le plus besoin, d'accord? On a une nouvelle loi qui est très bien, qui est Egalim 2. Une fois que une fois que le distributeur a accepté les hausses de l'agriculteur, qu'on me laisse ne pas le répercuter ou le répercuter moins aux consommateurs. Ça, c'est mon job, c'est ma contribution. Et vous avez, on le sent bien, vous êtes dans cette logique de négociation. Michel-Édouard Leclerc, il y a 2 aides qui pourraient être à nouveau mises sur la table par le gouvernement, l'une vis-à-vis de l'essence et l'autre vis-à-vis justement de ces prix et du chèque alimentaire. Sur l'essence, on l'a vu, ça repart à la hausse. La ristourne de 18 centimes, pour l'instant, elle est jusqu'à fin juillet, elle pourrait être un peu plus longtemps. Le gouvernement dit qu'il va faire des aides plus ciblées. Est-ce que ça vous paraît être une bonne solution? Alors, je pense que le 18 centimes ne se voit pas trop, que ça coûte très cher à l'État et qu'effectivement, Emmanuel Macron, je dirais, justifiant ex post sa position dans le débat avec Marine Le Pen, dit moins de mesures générales, des mesures ciblées. Donc, probablement, il va y avoir une sorte de chèque... pour les gros routiers, quoi. Pour les gros routiers ou pour ceux qui vont travailler, etc. Et donc, c'est pour ça que on va se retrouver dans une situation où c'est la concurrence qui va au maximum faire le jeu de prix moins bas. Et donc, vous savez, là aussi, il y a une loi, dans la loi climat, qui prévoit que pour des raisons écologiques que je ne conteste pas, et je n'en conteste pas l'intérêt de cette loi, mais normalement, à partir de l'été, on n'a plus le droit de faire des publicités de prix bas sur les carburants parce que ce sont des énergies fossiles. Ce qui revient à dire que vous ne pourrez plus faire d'opération prix bas sur le carburant. Voilà, donc je demanderai au premier gouvernement non seulement de m'autoriser à vendre moins cher et à supprimer la disposition qui m'oblige à prendre 10% de marge sur l'alimentaire, mais aussi à lever ou à reporter cette interdiction qui nous sera faite de lancer des opérations à prix coûtant sur les carburants. Leclerc, on est le 2e acheteur de carburant sur le marché français. On achète aussi avec Système U, on achète pour la RATP, pour des gros porteurs. Moi, bien sûr, si je fais des rabais, si Leclerc fait des rabais, je veux pouvoir le dire. Je veux pouvoir Vous voulez que ça se sache, quoi. Voilà, et cette loi m'en empêcherait. Michel-Édouard Leclerc, il y a aussi la réponse sur le chèque alimentaire. Ça, c'était une des promesses d'Emmanuel Macron pendant sa campagne. Il devrait le mettre en place, mais ce ne serait pas pour vous, enfin, si je comprends bien, puisque le chèque alimentaire, ce serait donc pour les foyers les plus modestes, mais ça serait à dépenser uniquement dans une agriculture locale, de qualité. C'est une bonne mesure, ou est-ce que vous vous dites, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas le dépenser aussi chez nous, les distributeurs? Ce qui serait dommage, c'est qu'on fasse des chèques alimentaires qui soient dépensés dans les commerces les plus chers. C'est quand même un comble. En fait, si on fait un chèque alimentaire, c'est pour aider les gens qui ont peu d'argent. Ces gens, ils sont chez nous, ils sont chez Lidl, ils sont chez Aldi, ils sont chez Leclerc. Oui, mais ce que prône le gouvernement et ce que prône Emmanuel Macron, c'est aussi que ce soit pas de la malbouffe, que ce puisse être vraiment pour bien manger. Leclerc et Carrefour sont leaders sur le bio. S'il s'agit de promouvoir le bio... On vous sent irrité par ça, hein? Non, je trouve que c'est des codes, c'est un discours très politique qui ne correspond pas à la pratique des Français. C'est incroyable. Les hommes politiques ne pensent pas, quand ils attaquent la grande distribution, ils ne pensent pas que leurs électeurs sont chez nous. Et donc, oui, les électeurs sont chez nous. Les destinataires de ces chèques alimentaires, ils sont chez Aldi, ils sont chez Lidl, ils sont chez Action. Je fais exprès de ne pas me citer, je peux citer d'autres. Et
Et donc, En fait, vous voudriez que le gouvernement fasse confiance aux gens les plus modestes pour se nourrir là où ils veulent. Leclerc et Carrefour sont les premiers distributeurs de produits locaux. Nous achetons Leclerc achète du porc 100% français. Enfin, je ne vais pas refaire ce qui pourrait paraître comme ma pub, mais je pense que les chèques alimentaires, oui, c'est pour nos clients, c'est pour mes clients, c'est pour les clients d'Intermarché, c'est pour les clients des commerçants de centre-ville. Enfin, le pass culturel, il n'y a personne qui a dit les jeunes, vous allez dans telle librairie et pas chez Cultura ou pas à la Fnac. Ouais. Non, mais je pense que ça a été émis comme ça dans une stratégie préélectorale. Mais la campagne est terminée. La campagne est terminée, il faut faire efficace, quoi. Faut faire efficace. Ça va casser, attention, ça peut casser. Voilà l'alerte que vous lancez ce matin, Michel-Édouard Leclerc. C'est la consommation qui tire la croissance aujourd'hui et l'emploi. L'emploi, ça se passe pas trop mal. Nous, on a embauché 7000 personnes en un jour dans un job dating, là, comme diraient mes enfants, dans une journée de recrutement. Donc, il faut pas casser ça. Et nous nous offrons à prendre sur nos marges pour qu'il y ait moins d'inflation. Merci Michel-Édouard Leclerc d'avoir donné toutes ces précisions ce matin. 8h53 sur BFM TV et RMC.